Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de La Machine infernale. Il s'agit d'une pièce de théâtre de Jean Cocteau, rédigée en 1932 et jouée pour la première fois le 10 avril 1934. Après avoir écouté l'oracle d'Apollon, selon lequel son fils allait tuer son père et épouser sa mère, Jocaste abandonne son fils sur la montagne. L'enfant est trouvé et remis à Polybe et Mérope qui ne peuvent pas avoir d'enfant. L'enfant est appelé Édipe. Lorsqu'Édipe interroge l'oracle de Delphes, un dieu lui dit qu'il allait assassiner son père et épouser sa mère. Édipe a fui Polybe et Mérope afin d'éviter que la prophétie se réalise. En voyage, Édipe rencontre une escorte. Car un des chevaux le bouscule, une dispute éclate. Édipe cherche à donner un coup de bâton à un domestique, mais le coup atteint le roi de Thèbes, nommé Laïus qui en décède. Sans le savoir, Édipe vient de tuer son père. Édipe prend connaissance du fléau du Sphinx, qui est un monstre qui tue tous ceux qui ne parviennent pas à avoir la bonne réponse à sa devinette. Jocaste, qui est maintenant veuve de Laïus, offre sa main à quiconque viendra à bout du Sphinx. Édipe parvient à être vainqueur et épouse Jocaste qui n'est autre que sa mère. De l'union naîtront 2 fils et 2 filles. La peste arrive et l'on recherche le criminel qui infecte Thèbes. La vérité est découverte. Jocaste se pend et Édipe se crève les yeux. On entend les bruits d'une fête qui se déroule au loin. Alors qu'un jeune soldat pense que les gens s'amusent, un soldat lui dit que si les gens font la fête, c'est car ils ne parviennent pas à dormir. Le jeune soldat en a assez de l'inaction et aimerait aller au Sphinx. Le soldat lui fait remarquer que des centaines de personnes bien plus fortes et ayant bien plus de culture que lui s'y sont aventurées et qu'ils y ont perdu la vie. Le jeune soldat a une crise de nerfs et se met à pleurer. Il se sent mal un instant parce qu'il a cru que le fantôme de Laïus était présent. Le soldat lui dit qu'ils n'ont rien à craindre du fantôme qui est un brave homme. Cependant, il reconnaît qu'ils sont tous à cran en ce moment, ce qui explique leur comportement étrange. Les 2 soldats parlent ensuite du Sphinx. D'après le jeune soldat, ce serait une créature en partie femme qui ferait mourir les jeunes gens d'amour, tandis que le soldat pense qu'il s'agirait d'un vampire qui blesse ses victimes au cou. Le chef arrive. Il reproche aux 2 soldats d'avoir fait un rapport à propos du fantôme et de l'avoir envoyé en haut lieu, sans passer par lui. Le soldat et le jeune soldat s'accusent l'un après l'autre de la faute. Le fantôme de Laïus est apparu aux 2 soldats et leur a demandé de prévenir en vitesse la reine Jocaste et Tirésias. Les 2 soldats racontent les différentes entrevues qu'ils ont eues avec le fantôme. Lors de la nuit dernière, le fantôme leur a dit qu'il a découvert un secret et qu'à cause de celui-ci on allait lui défendre d'apparaître. Le fantôme leur a demandé de l'insulter pour le faire partir, mais les soldats, pleins de respect envers Laïus et son fantôme, n'ont guère réussi leur tâche. À l'aube, le fantôme a disparu. Alors que le soldat doute du fait que le fantôme réapparaisse de nouveau, le chef en est certain et pense que le fantôme ne réapparaît pas, car il est là. Les 2 soldats reçoivent l'ordre d'empêcher de passer les individus qui n'auraient pas le mot de passe. Le chef se retire. Le soldat révèle au jeune soldat que Jocaste est très dépendante des conseils de Tirésias, qui l'amène par le bout du nez. Les autres ne pensent pas que cette histoire de fantôme soit réelle, puisqu'ils estiment qu'il ne s'agit que d'un moyen afin de rendre Jocaste plus malléable, comme avec cette histoire de Sphinx. Ils s'éloignent. Nous entendons les voix de Jocaste et de Tirésias. Jocaste reproche vivement à Tirésias de ne l'avoir pas prévenu de la présence de Marche. Quoi qu'il soit devin, Tirésias est presque aveugle. Jocaste doit l'aider à monter les escaliers. Tirésias marche sur l'écharpe de Jocaste. Cette dernière a remarqué que son écharpe a déjà essayé de l'étrangler et elle prédit qu'elle finira par la tuer. Nous apprenons que les assassins de Laïus n'ont toujours pas été trouvés. Elle sent que Laïus souffre et veut se plaindre. Elle veut entendre le récit du jeune garde. Jocaste dit ne plus dormir tant elle a les nerfs à bout à cause du meurtre de son mari et de la présence du Sphinx. Elle dit préférer ne pas dormir, car sinon elle fait un cauchemar dans lequel elle berce un nourrisson qui se transforme en pâte gluante dont elle ne parvient pas à se débarrasser et qui se colle à elle. Jocaste entend la musique et veut la faire interdire. Tirésias dit que l'on a autorisé les musiques afin de soutenir le moral du peuple. Il rencontre les 2 soldats. Ces derniers leur demandent le mot, mais Jocaste ne l'a pas. Tandis que Tirésias s'inquiète, Jocaste ne s'en fait pas. Tirésias essaie de faire comprendre aux soldats que le portrait de la reine qui est présent sur les pièces ressemble à la vraie reine qui est devant eux. Le jeune soldat ne voit pas de ressemblance. Le soldat veut les faire partir. Le chef arrive et s'aperçoit des présences de Jocaste et de Tirésias. Jocaste apprend que le jeune soldat est le garde qui a vu le fantôme. Elle veut l'interroger directement. Admirative de la jeunesse du garde, elle le pelote et pousse Tirésias à faire de même. Avec l'aide de Tirésias, Jocaste interroge le jeune soldat et le soldat sur les apparitions de son mari et ils lui répondent. Laïus apparaît et appelle sa femme. Personne n'est capable de le voir ou de l'entendre. Le soldat montre à Jocaste l'endroit sur le mur où Laïus a fait ses apparitions. Le soldat ne croit pas que le fantôme puisse de nouveau réapparaître. Jocaste fait porter la faute sur Tirésias, car s'ils sont arrivés trop tard, c'est car il n'a pas deviné.
Il semble un moment à Jocaste qu'on l'appelle, mais Tirésias la détourne de cette idée. Selon lui, les soldats ont eu des visions causées par leur mode de vie. Les coqs chantent, ce qui signifie, d'après Tirésias, que le fantôme ne viendra plus. Jocaste remarque que le jeune soldat a le même âge que celui que devrait avoir son fils. Elle fantasme sur un ménage composé par un fils et une mère jeune. Le fantôme continue d'appeler, mais personne ne l'entend. Jocaste veut se rendre incognito dans des boîtes afin de rire, danser et s'amuser. Tirésias la met en garde, car on risque de la reconnaître avec ses bijoux et surtout avec sa broche qui contient de grosses perles. Jocaste souhaite que le jeune soldat l'aide à descendre les marches. Le jeune soldat marche sur l'écharpe de la reine. Alors que Tirésias lui en fait le reproche, Jocaste ne lui en veut pas du tout. Après avoir aidé la reine et Tirésias, le jeune soldat rejoint son collègue. Il voit de nouveau le spectre. Ce dernier dit avoir été présent et avoir appelé, sans que quelqu'un remarque sa présence. Le soldat comprend qu'il ne faut pas chercher la reine et Tirésias, sans quoi le fantôme va de nouveau disparaître. Le fantôme a un message à délivrer, mais il n'a pas le temps de le finir, car des « ils inconnus » le font disparaître. Le jeune soldat veut répéter à Jocaste ou à Tirésias ce qu'il vient d'entendre. Cependant, le soldat le retient, parce qu'il faut que les princes s'arrangent avec les princes, les fantômes avec les fantômes et les soldats avec les soldats. Tandis que le fantôme de Laïus tente de prévenir Jocaste, Édipe et le sphinx se rencontrent. Le sphinx, qui est en réalité une jeune fille, parle avec Anubis qui a une tête de chacal. Il dit que c'est la dernière sonnerie, qui avertit de la fermeture des portes de Thèbes. Anubis lui dit que pour cela, il faut attendre la 3e sonnerie. Le sphinx en a assez de tuer et aimerait que personne ne meure ce soir. Anubis tente de lui faire comprendre qu'il faut qu'ils obéissent à des dieux supérieurs et que les victimes du sphinx ne sont que des zéros essuyés sur une ardoise. Une matrone accompagnée de son petit garçon et de sa petite fille arrive. Le petit garçon trébuche sur le sphinx. La matrone et le sphinx commencent une conversation. La matrone lui recommande de ne pas traîner sur la route, afin de ne pas rencontrer le sphinx. Ce dernier fait comme s'il ne croyait pas au sphinx. La matrone lui révèle que ses fils ne pensent pas que la femme de leur oncle est un vampire. Elle reproche à ses fils d'être incrédules. Son fils de 16 ans dit que le sphinx n'est qu'une invention que certains utilisent afin de contrôler le peuple. La matrone croit au sphinx, mais pense qu'on en profite. Son autre fils de 17 ans ne s'intéresse pas au sphinx, car celui-ci ne tue pas pour tuer. La matrone pense que son fils aîné est mort au sphinx. Ce fils faisait partie de la série des offrandes proposées par les prêtres pour le sphinx. La matrone espère l'apparition d'un chef qui tuera le sphinx et remettra Thèbes d'aplomb. Le fils de la matrone demande à sa mère à quoi ressemble le sphinx et lui demande si la dame est le sphinx. La matrone pense que son fils dit des stupidités. La 2e sonnerie se fait entendre. La matrone se dépêche d'arriver à Thèbes avant la 3e sonnerie. Le sphinx dit en avoir assez de ces massacres et aimerait qu'un homme réponde correctement à sa question afin que la forme dans laquelle il vit soit morte. Peu après, Édipe fait son apparition. Le sphinx n'a pas envie d'interroger cet homme, mais Anubis le surveille. Édipe avoue l'avoir pris un moment pour un sphinx. Il lui demande quel est le but de la promenade et pense que la jeune fille est de sortie, car elle veut voir à quoi ressemble le sphinx. Le sphinx lui explique que ce n'est pas le cas. Mais Édipe trouve étrange que la jeune fille ne s'enfuit pas. Édipe dit qu'il est à la recherche du sphinx. Il aime tout ce qui a trait à la gloire et appelle cela vivre. D'après le sphinx, la vie consiste plutôt à aimer et à être aimé. Édipe cherche à tuer le sphinx afin de se marier à Jocaste et de diriger Thèbes. Édipe raconte la vie maussade qu'il menait auprès de parents déjà vieux et l'oracle qui a servi avant tout d'excuse pour assouvir sa soif d'inconnu. Pour éviter que l'oracle se réalise, le sphinx conseille à Édipe d'épouser une femme plus jeune que lui. Édipe ne veut pas prendre pour épouse une femme qui deviendra pire que le sphinx. Édipe lui donne une ceinture qui lui permettra de venir jusqu'à lui lorsqu'il aura tué la bête. Quand elle lui demande s'il a déjà tué, il lui raconte la mort de Laïus. Contrairement au sphinx, donner la mort n'attendrit pas Édipe. Ce dernier pense être de taille à affronter le sphinx puisqu'il a passé son enfance à étudier. Alors qu'Édipe s'apprête à partir, le sphinx le retient en lui disant qu'il possède le secret qui lui permettra de rencontrer le sphinx. Le sphinx lui fait fermer les yeux et compter jusqu'à 50. Lorsqu'Édipe ouvre les yeux, le sphinx est devant lui. Édipe est sous un charme, ce qui le force à s'approcher du sphinx contre sa volonté. Le sphinx lui révèle quel aurait pu être son sort s'il ne lui avait pas plu. Édipe est mort de peur. Le sphinx décide de le laisser libre, mais Anubis oblige le sphinx à lui poser une question. Le sphinx lui pose la question dont il lui a déjà donné la réponse. Il s'agit de la question « Quel est l'animal qui marche sur 4 pattes le matin, sur 2 pattes à midi, sur 3 pattes le soir ?» Édipe répond l'homme. Le sphinx est vaincu et Édipe court annoncer sa victoire. Le sphinx dit détester Édipe puisqu'il est parti sans aucun signe de reconnaissance. Anubis lui raconte quelle sera la vie d'Édipe. Le sphinx est ravi des malheurs qui arriveront dans la vie de cet homme.
La créature s'aperçoit qu'Édipe est en train de revenir vers elle. Le Sphinx le comprend comme le signe qu'il l'aime, mais l'Anubis sait qu'Édipe vient chercher une preuve de son triomphe. Le Sphinx veut lui dire la vérité à propos de son avenir. Il accepte de sauter de son corps et de laisser à Édipe la dépouille. La troisième sonnerie se fait entendre. Le Sphinx se doute qu'Édipe ne doit pas ramener le corps d'une jeune femme, sans quoi personne ne croira que c'est le Sphinx. Le Sphinx utilise la tête de chacal d'Anubis. Édipe emporte le corps. Il fait attention à la manière dont il porte le corps afin de passer pour un demi-dieu. Tandis qu'Édipe est heureux à l'idée de devenir roi, Némésis est peiné de l'attitude d'Édipe et demande à quitter la terre. Édipe vient d'être couronné roi et est maintenant marié à Jocaste. Ils se trouvent dans la chambre nuptiale et dorment debout. Jocaste a peur que cette chambre devienne une cage ou une prison. Elle a conscience que le peuple acclame Édipe, mais qu'elle-même agace son peuple. Jocaste propose d'enlever le berceau qui est resté dans sa chambre depuis la mort de son fils. Édipe souhaite au contraire le garder dans la pièce. Ils ont tous deux des moments d'égarement qu'ils prennent pour des endormissements. Édipe ne veut pas qu'ils s'endorment durant leur nuit de noces. Jocaste le prévient qu'il va recevoir la visite cette nuit de Tirésias, comme le veut la coutume. Bien qu'Édipe soit contre, Jocaste parvient à convaincre son mari. Jocaste sort et Tirésias entre. Tirésias dit à Édipe que les présages le concernant sont funestes. Il pense que la nouvelle situation d'Édipe est difficile à classer. Édipe pense au contraire qu'être hors classe permet de faire des choses extraordinaires. Édipe prend les remarques de Tirésias comme un reproche de sa nouvelle position et rappelle que le pouvoir est maintenant entre ses mains et non entre celles du devin. Tirésias cherche à savoir si Édipe aime réellement Jocaste ou bien s'il n'est attiré que par la gloire. Édipe semble réellement aimer Jocaste. Nous apprenons qu'Édipe n'a aucune expérience des femmes parce qu'il est encore vierge. Édipe se jette sur Tirésias et le brutalise afin de lire dans les yeux du devin son avenir. Édipe pense qu'il a les yeux qui brûlent car Tirésias lui a jeté du poivre, mais il n'en est rien. La douleur s'apaise et Édipe s'en veut de sa conduite. Il avoue à Tirésias qu'il n'est pas un vagabond, mais le fils du roi Polybe et de la reine Mérope. Édipe demande de garder le secret jusqu'au lendemain. Tirésias remet à Édipe la ceinture que lui a remise une belle jeune fille, ce qu'Édipe prend mal. Édipe se plaint d'une machination entre Tirésias et Créon dans le but de faire capoter son mariage. Il pense à tort effrayer le devin. Tirésias part et Jocaste revient. Jocaste pense que Tirésias a dû parler de leur différence d'âge, mais Édipe dit qu'il a parlé des richesses de la reine. Alors que Jocaste pense que sa vieillesse est un problème, Édipe dit l'aimer comme elle est. Jocaste lui raconte que le garde, qui est en ce moment même en train de dormir, lui a révélé avoir aperçu le spectre de Laïus. Elle dit qu'elle a trouvé que ce garde ressemblait à Édipe, alors qu'elle ne le connaissait pas encore. Jocaste demande à son mari de raconter sa victoire sur le Sphinx. Édipe commence son récit, mais Jocaste s'endort rapidement et Édipe la réveille. Jocaste met cet endormissement sur le compte de la vieillesse, ce qu'essaie de démentir Édipe. Ils décident de s'endormir tous les deux. Édipe cauchemardait au sujet d'Anubis qui lui rappelle son entrevue avec le Sphinx, tandis que Jocaste cauchemardait à propos de la Pâte-Immonde. Jocaste réveille son mari qui parle durant son cauchemar. Elle pense que le cauchemar de son mari est dû au fait qu'il porte des étoffes trop lourdes. Jocaste déshabille son mari. Elle est perturbée par les cicatrices qu'elle voit. Édipe explique ses blessures par l'attaque d'un sanglier. Jocaste lui dit que sa sœur de lait qui était lingère a donné naissance à un fils, mais que les mauvais oracles ont poussé cette femme à trouer les pieds de l'enfant, à les lier et à abandonner l'enfant sur une montagne. Elle dit que tout le monde a cru que la mort de l'enfant était naturelle. Elle annonce que cette femme est maintenant morte. Édipe dit que si cette femme était encore en vie, il l'aurait faite supplicier puis faite mettre à mort. Selon Édipe, il est assez facile de lutter contre les oracles. Lui-même croit y avoir réussi. Jocaste se lève pour se refaire une beauté devant le miroir. Elle s'aperçoit que le garde dort toujours et qu'un ivrogne est en train de parler. Elle demande à Édipe d'intervenir puisqu'elle déteste les ivrognes. Édipe est en train de dormir et avec sa voix refait les paroles du Sphinx. L'ivrogne chante la différence d'âge entre une femme et un homme moins âgé. Le garde se réveille et chasse l'ivrogne. L'aube arrive. 17 ans ont passé. La peste a atteint la ville de Thèbes. Un messager vient d'annoncer à Édipe que son père Polybe est mort de vieillesse. La reine Mérope a du mal à envisager son malheur à cause de son grand âge. Édipe est heureux de cette nouvelle, car l'oracle ne s'est pas réalisé et car il s'est très jeune détaché de ses parents, ce qui l'empêche d'être triste. Le messager lui révèle que sur son lit de mort, Polybe l'a chargé de dire à Édipe qu'il n'était que son fils adoptif. Il lui apprend que c'est un berger de Polybe qui l'a trouvé et qu'il a apporté à la reine désespérée de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Tirésias et Jocaste enjoignent Édipe à ne pas poser trop de questions, alors qu'Édipe veut connaître ses origines. Édipe dit qu'il n'a pas tué Polybe, mais qu'il se souvient avoir tué un vieillard au carrefour de Dolie et de Delphes. Jocaste quitte la scène.
Édipe pense que sa femme boude, car elle a découvert que son mari est un inconnu. Créon parle des temps difficiles puisque l'on cherche le coupable qui a fait que les dieux ont lancé la peste sur la ville. Créon excuse le comportement de Jocaste par le fait qu'elle soit une femme âgée et mère de surcroît. À cause de ses pieds troués, Édipe pense être le fils de la lingère dont a parlé Jocaste. Il souhaite retrouver sa femme afin d'en savoir plus. Créon revient et annonce que Jocaste vient de se pendre avec son écharpe. Tirésias empêche Créon de faire quoi que ce soit, car il faut laisser la foudre toucher Édipe. Tirésias avoue à Édipe que l'homme qui l'a tué était Laïus, le précédent mari de Jocaste. Édipe se pense alors le fils de Laïus et de la lingère. Créon fait entrer le berger qui a placé Édipe enfant sur la montagne, sur ordre de sa vraie mère. Le berger dit à Édipe qu'il est le fils de Laïus et de Jocaste. Édipe se rend compte de son erreur. Il sort. Antigone prévient Créon et Tirésias que Jocaste est décédé et qu'Édipe se crève les yeux avec la broche de Jocaste. Édipe revient aveugle. Tirésias lui donne son bâton d'augure. Édipe est capable de voir le fantôme de Jocaste maintenant qu'il est aveugle. Elle n'est plus sa femme, mais sa mère et souhaite le guider. Antigone ne veut pas vivre chez son oncle où vivent déjà sa sœur et ses 2 frères, mais veut vivre avec Édipe. Créon pense qu'Édipe est devenu fou puisqu'il parle avec une personne qu'il ne voit pas. Tirésias empêche Créon d'intervenir. Jocaste et Antigone aident Édipe à prendre les marches. Les hommes ne sont que des hommes et non des dieux. C'est ce qui explique leurs imperfections. Édipe est un être imparfait qui veut paraître parfait aux yeux des autres. Édipe a peur lorsque le Sphinx le maîtrise et lui fait entrevoir quel châtiment il aurait dû recevoir de lui s'il ne lui avait pas plu. Il est ridicule lorsqu'il appelle sa mère. Il l'est également lorsqu'il appelle le Sphinx « Madame ». Il sera par la suite encore ridicule lorsqu'il appellera Jocaste, alors qu'il aura les yeux qui brûlent après avoir voulu lire son avenir dans les yeux du devin. Édipe est incapable de comprendre que la jeune fille qu'il croise sur la route de Thèbes est le Sphinx. La matrone rencontrée peu auparavant a elle aussi été incapable de reconnaître le Sphinx. Seul le petit garçon a deviné la vérité. La clairvoyance est là où on ne s'attend pas qu'elle soit. Il en est de même avec les 2 soldats qui peuvent voir le spectre et l'ivrogne qui chantent une vérité concernant Jocaste. Édipe est incapable de remarquer que la jeune fille représentant le Sphinx est amoureuse de lui. Car il n'est pas capable de le détecter, il se comporte comme un goujat envers elle. Édipe est persuadé de vaincre le Sphinx, alors que l'on sait que des centaines de jeunes gens peut-être plus forts et ayant plus de culture qu'Édipe ont essayé avant lui et ont échoué. Édipe ne parvient pas à vaincre le Sphinx grâce à son intelligence. Il se sert de la réponse que vient de lui donner le Sphinx. Édipe n'a pas réellement vaincu le Sphinx, puisqu'il n'a récupéré que l'enveloppe du monstre. Édipe pense pouvoir vaincre les oracles et trouve la tâche pas si difficile. En s'éloignant de ses parents, il espère que la prophétie ne se réalise pas. Lorsqu'il apprend que le roi Polybe est décédé de vieillesse, il ressent de la fierté parce qu'il pense que cette mort met fin à toute possibilité de parricide. Édipe n'écoutera pas non plus les mauvais présages de Tirésias. Édipe semble devenir paranoïaque. En effet, il pense que Tirésias et Créon se sont associés afin de faire rater son mariage et l'empêcher d'accéder au pouvoir. Les réactions de Créon à la fin de la pièce montrent qu'Édipe n'avait peut-être pas tout à fait tort. Édipe est orgueilleux. Dans son discours avec le Sphinx, nous comprenons qu'Édipe voit la vie comme une accumulation de signes de gloire. Avant de rencontrer Jocaste, il souhaite vaincre le Sphinx afin d'épouser Jocaste et atteindre son but final qui est de détenir le pouvoir. Lors de la nuit de noces, nous remarquons qu'Édipe ne se sert plus de Jocaste pour atteindre le pouvoir, mais qu'il semble réellement amoureux d'elle. Édipe veut utiliser son pouvoir sur Tirésias afin de l'empêcher de dire des choses qui sont pourtant vraies. Malgré ses points peu flatteurs, Édipe veut se faire passer pour un demi-dieu auprès des autres. Ainsi, après avoir récupéré le corps du Sphinx, il étudie la manière dont il doit apporter le corps à Thèbes afin de produire le plus d'effets. Avant l'arrivée de Tirésias dans la chambre nuptiale, Édipe prend des pauses devant la glace. Édipe cache à Thèbes le récit concernant son exploit sur le Sphinx. Lorsqu'il commence à en faire le récit à sa femme Jocaste qui le lui demande, Édipe commence à mentir. Ses mauvaises actions vis-à-vis du Sphinx le travaillent puisqu'il cauchemardait à ce sujet, à moins que ce soit Anubis qui cherche à le punir. Nous savons que le peuple adore Édipe, mais qu'il apprécie beaucoup moins Jocaste. Jocaste, qui est pourtant reine de Thèbes, est remplie de défauts. Alors qu'un soldat montrait Jocaste comme une personne faible, qui se fait mener par le bout du nez par Tirésias, peu après, lors de l'apparition de Jocaste et de Tirésias, nous nous rendons compte que cela n'est pas vrai. Jocaste est une peste qui s'en prend verbalement à Tirésias, car l'aveugle n'a pas su deviner qu'il y avait des marches. Plusieurs fois dans la pièce, elle reproche à Tirésias de n'avoir pas su tel événement en avance puisqu'il est un devin. Le lecteur peut se demander si Tirésias est réellement ce qu'il prétend être et choisit le parti de se taire, ou bien si c'est un imposteur. À l'acte 4, Tirésias dit qu'il savait la vérité, mais qu'il ne l'a pas dite. C'est une chose facile à dire une fois que les vérités ont été découvertes. Jocaste est une femme qui a une préférence pour les hommes jeunes. Elle est attirée par le jeune soldat.
Elle se met à le toucher, alors que ce n'est pas approprié. Alors que le fantôme de son mari tente de lui parler, Jocaste est incapable de le voir et de l'entendre, peut-être parce qu'elle a déjà oublié son mari et qu'elle se sent attirée par le jeune homme. Plus tard, lors de sa nuit de noces, elle empêchera Édipe de punir le jeune garde qui, au lieu de faire son travail, s'est endormi. Avant même de rencontrer Édipe, elle émet l'idée d'un ménage composé par une femme encore jeune et par un fils. La venue d'Édipe à Thèbes permet à Jocaste de concrétiser un fantasme. Cependant, Jocaste ressent un malaise à cause de la différence d'âge qu'il y a entre son mari et elle. Jocaste a un certain âge, même si on ne sait jamais précisément lequel. Elle est vieillissante et le sait. Ce thème revient plusieurs fois au cours de la pièce. Lorsqu'elle revient dans la chambre après le passage de Tirésias, elle pense que Tirésias a parlé avec son mari du fait qu'il soit trop jeune pour elle et qu'elle soit trop vieille pour lui. Il y a une différence entre le visage de la reine, qui est sur les pièces, et le visage de la reine actuellement. Tirésias parvient adroitement à renverser le sens de la méprise du jeune soldat, car il sait que la reine est tourmentée par son âge. Édipe tente de la rassurer parce qu'il est incapable de voir les années qui les séparent puisqu'il est amoureux de sa femme. Jocaste est littéralement hanté par l'action qu'elle a commise bien des années auparavant en abandonnant son fils sur une montagne et en lui donnant aucune chance de survie. Une des preuves est le landau qu'elle a gardé dans sa chambre malgré les années. Lors de la venue d'Édipe dans la chambre nuptiale, Jocaste propose d'enlever le landau, comme si inconsciemment elle savait qu'Édipe était son enfant abandonné. Édipe lui souhaite que le landau reste dans la chambre et sa place involontairement de manière à mettre en lumière le lien entre lui-même et le berceau. Jocaste ne peut pas s'empêcher de parler à Édipe de ce qui l'arrange. Toutefois, ne pouvant supporter la responsabilité de sa faute, elle présente son récit de manière à ce qu'Édipe pense qu'elle parle d'une lingère. La réaction d'Édipe après ce récit est impitoyable. Jocaste en est choqué, ce qui ne la poussera pas à se dévoiler davantage. Le cauchemar récurrent de Jocaste à propos d'une pâte-immonde dont elle ne parvient pas à se débarrasser et qui se colle à elle est un présage qui aurait dû l'avertir. Plusieurs présages se présentent devant Édipe et Jocaste, mais ils sont incapables de les voir et de les comprendre. Dans l'acte 4, lorsque Jocaste découvrira la vérité, elle ne dira rien. Elle préférera s'éloigner afin de mettre fin à ses jours, ce qu'Édipe prendra ironiquement un moment pour une bouderie. Au final, nous pouvons nous demander si Jocaste et Édipe sont réellement coupables de leur faiblesse. Ils sont peut-être non libres de leur destin, qui a été décidé à leur place par des dieux. La machine infernale a été mise en route. Cette machine qui permet de faire monter les individus très haut, afin que leur chute soit atroce. Et tu demanderais grâce et tu n'aurais pas à en avoir honte, car tu ne serais pas le premier, et j'en ai entendu de plus superbes appeler leur mère, et j'en ai vu de plus insolents fondre en larmes, et les moins démonstratifs étaient encore les plus faibles, car ils s'évanouissaient en route, et il me fallait imiter les embaumeurs entre les mains desquels les morts sont des ivrognes qui ne savent même plus se tenir debout. Mérope. Maman. Ensuite, je te commanderai d'avancer un peu, et je t'aiderai en desserrant tes jambes. Là. Et je t'interrogerai. Je te demanderai par exemple, quel est l'animal qui marche sur 4 pattes le matin, sur 2 pattes à midi, sur 3 pattes le soir? Et tu chercherais. À force de chercher, ton esprit se poserait sur une petite médaille de ton enfance, où tu répéterais un chiffre, où tu compterais les étoiles entre ces 2 colonnes détruites. Et je te remettrai au fait en te dévoilant l'énigme. Cet animal est l'homme qui marche à 4 pattes lorsqu'il est enfant, sur 2 pattes quand il est valide, et lorsqu'il est vieux, avec la 3e patte d'un bâton. C'est trop bête. Tu t'écrirais, c'est trop bête. Vous le dites tous. Alors puisque cette phrase confirme ton échec, j'appellerai Anubis, mon aide. Anubis. Anubis paraît, les bras croisés, la tête de profil, debout à droite du socle.